La plume dorée tremblait entre les doigts de Sophie, suspendue au-dessus du contrat qui reposait sur le bois sombre et lustré du bureau. Dans le silence opulent de l'étude d'avocat parisienne, chaque seconde s'étirait comme une éternité. Dehors, la vie de la ville continuait son cours insouciante tandis qu'à l'intérieur, une âme était sur le point d'être vendue. Le document, un pacte froid et impersonnel, promettait de sauver le seul foyer qu'elle ait jamais connu, un refuge pour les âmes perdues de la ville, mais en échange, il exigeait sa liberté, son avenir, son nom. Elle ne connaissait pas le visage de son bienfaiteur, seulement la puissance écrasante de sa fortune, capable de racheter des vies d'un simple trait d'encre. L'odeur du vieux papier et du cuir remplissait l'air, un parfum de richesse et de pouvoir, un monde qui n'était pas le sien et qui s'apprêtait à l'engloutir tout entière, sans pitié et sans retour. Ses yeux parcouraient une dernière fois les clauses, des mots qui la liaient à un inconnu, la transformant en une épouse fantôme, une possession. Chaque article était une barrière de plus érigée autour de son existence, une cage dorée dont les barreaux étaient faits de lois et de conventions sociales. Maître Dubois, l'avocat au visage impassible, attendait patiemment, son regard neutre ne trahissant ni compassion ni jugement. Il n'était qu'un instrument du destin, le messager d'un homme si puissant qu'il n'avait même pas besoin d'être présent pour sceller un accord qui changerait une vie à jamais. Sophie leva les yeux vers la grande fenêtre, observant les feuilles d'automne danser sur les trottoirs parisiens. C'était un adieu silencieux à la femme qu'elle avait été, à la liberté de marcher dans ces rues sans sentir le poids d'une dette invisible sur ses épaules. Une lueur de défi brilla fugitivement dans son regard, une promesse silencieuse qu'elle ne se laisserait pas briser. Elle ferma les paupières et les visages des enfants du refuge apparurent dans l'obscurité. Leurs rires, leurs espoirs, leur innocence fragile, c'était pour eux, pour que leur nuit soit chaude et leur jour rempli de promesses. Ce sacrifice, elle le faisait pour préserver ce petit havre de paix qu'elle avait bâti avec tant d'amour et de détermination. Une larme solitaire perla au coin de son œil, mais elle la retint, refusant de montrer la moindre faiblesse. Sa dignité était la seule chose que cet homme ne pourrait pas lui acheter. Inspirant profondément, elle rouvrit les yeux, sa résolution plus forte que sa peur. Le son de la plume grattant le papier vélin fut le seul bruit dans la pièce, un son sec et définitif, comme le claquement d'une porte de prison qui se referme. Son nom, Sophie Renaud, était désormais gravé au bas du document, une signature qui était à la fois une fin et un commencement terrifiant. La signature était apposée, une tache d'encre sombre qui semblait absorber toute la lumière de la pièce. Une vague de froid, une finalité glaciale, la submergea. L'avocat hocha la tête, un geste presque imperceptible qui signifiait que la transaction était terminée. Le contrat fut prestement retiré, classé dans un dossier en cuir, disparaissant comme un secret d'État. Sophie se sentait vide, une coquille fragile dépouillée de son essence, une poupée de porcelaine destinée à orner l'étagère d'un collectionneur invisible. Mais au plus profond d'elle, là où la peur n'avait pas encore tout consumé, une petite flamme de rébellion persistait, tenace et vibrante. Si cette histoire née d'un sacrifice si poignant a déjà commencé à toucher votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir comment la flamme de Sophie survivra dans l'obscurité et laissez un like pour soutenir son courage. Votre soutien nous inspire à créer encore plus de récits où l'amour naît des cendres. Elle se leva, ses mouvements devenus raides et mécaniques, comme si son corps ne lui appartenait plus tout à fait. Elle était désormais la propriété légale d'un homme dont elle ignorait tout, sauf qu'il exigeait une obéissance absolue. Maître Dubois lui tendit une petite boîte en velours noir. À l'intérieur, une simple alliance en or reposait sur un coussin de satin, non pas un symbole d'amour, mais la marque de son asservissement. Il n'y eut ni félicitations ni vœux de bonheur, seulement des instructions claires et concises. Une voiture l'attendait en bas. Elle devait être conduite immédiatement vers sa nouvelle demeure, un château isolé à la campagne, loin du monde qu'elle connaissait. L'isolement était la première étape de sa nouvelle vie. Le nom de son mari, le prince Dimitri, restait un mystère pour elle, une ombre menaçante qui planait déjà sur son avenir immédiat, un maître invisible qui attendait sa soumission totale. En quittant le bureau luxueux pour s'engouffrer dans la berline noire qui l'attendait, Sophie regarda les lumières de Paris défiler à travers la vitre teintée
des éclats de vie qui s'estompaient déjà comme de lointains souvenirs. Elle avait signé, elle avait échangé sa liberté contre la survie des autres, chez un marché de dupes dont elle était la seule perdante. La voilà prisonnière, en route vers un destin inconnu, vers un homme qui l'avait achetée comme on acquiert une œuvre d'art rare pour l'enfermer dans une collection privée. Ce qu'il ignorait, c'est que son argent n'avait pas acheté une agnelle docile prête pour le sacrifice, mais une lionne dont il venait de réveiller la fureur. Comment en était-elle arrivée là? Comment une simple soirée de charité, quelques mois plus tôt, avait-elle pu déclencher une telle tempête et la jeter dans les bras d'un destin aussi cruel et imprévisible? Quelques mois avant cette signature, avant que le silence d'un bureau d'avocat ne devienne sa prison, la vie de Sophie était une symphonie de rires d'enfants et de combats acharnés. Elle se tenait au milieu du faste d'un gala de charité parisien. Une silhouette simple dans une robe noire, au milieu des cascades de diamants et des soies chatoyantes. Elle n'était pas là pour le champagne ou les conversations futiles, mais pour défendre son œuvre, le refuge, le cœur ouvert, un havre pour les âmes que la ville avait oubliées. Son discours, prononcé avec une passion qui faisait vibrer l'air, était un appel à l'humanité dans une salle où tout semblait n'être qu'apparence et transaction. Elle ne demandait pas la pitié, mais la justice, une chance pour ceux qui n'en avaient jamais eu. Ses yeux brillaient d'une conviction pure, une lumière qui détonnait violemment avec le cynisme poli qui l'entourait, ignorant qu'elle était observée par des yeux qui ne voyaient pas sa force, mais une insolence à mater. C'est alors que le prince Dimitri s'approcha, non pas comme un bienfaiteur potentiel, mais comme un prédateur attiré par une proie inhabituelle. Grand, impeccablement vêtu, il portait son arrogance comme une couronne invisible. Son sourire ne touchait jamais ses yeux, des éclats de glace qui la jaugeaient avec une condescendance à peine voilée. Il écouta la fin de son plaidoyer avec une patience affectée, avant de laisser tomber des mots qui furent comme des flèches de mépris. Il questionna à voix basse, mais suffisamment fort pour être entendu par les quelques oreilles attentives, l'utilité de sauver des âmes déjà perdues, suggérant que son argent serait mieux investi dans des causes plus nobles, plus visibles. Chaque syllabe était un coup porté à tout ce en quoi elle croyait, une insulte non seulement à son travail, mais à la dignité même des vies qu'elle protégeait. Il voyait son refuge comme une fantaisie de petite fille, et elle comme une mendiante idéaliste jouant dans la cour des grands. La provocation était trop directe, trop cruelle pour être ignorée. Une colère froide et pure monta en Sophie, une vague protectrice pour ses enfants invisibles. Son geste fut instinctif, fulgurant. La coupe de vin rouge qu'elle tenait, un rubis liquide dans la lumière des lustres, quitta sa main dans un arc gracieux et mortel. Le liquide écarlate s'écrasa sur le smoking immaculé du prince, une tache de sang sur la neige, un cri de couleur dans un monde de faux semblants. Un silence stupéfait tomba sur la salle, un vide sonore bientôt déchiré par le crépitement frénétique des flashs des photographes. Les murmures choqués se transformèrent en un bourdonnement hostile. En un instant, Sophie était passée de l'héroïne passionnée à la paria, la folle qui avait osé souiller l'icône de la perfection aristocratique. Elle ne regrettait rien. Dans les yeux du prince, elle vit une lueur de fureur si intense qu'elle aurait dû la terrifier. Mais à cet instant, elle ne sentait que le triomphe d'avoir défendu son honneur. La vengeance du prince Dimitri ne fut pas un coup de tonnerre, mais un poison lent et méticuleux. Dès le lendemain, la toile invisible de son influence commença à se resserrer autour de Sophie et de son refuge. Les articles de presse la dépeignaient comme une femme instable et agressive, une opportuniste cherchant à attirer l'attention. Les généreux donateurs, qui la veille encore lui promettèrent leur soutien, se rétractèrent les uns après les autres, leurs secrétaires invoquant des excuses vagues et polies. Les subventions furent annulées. Les fournisseurs devinrent subitement exigeants, réclamant des paiements immédiats. Chaque porte se fermait avec une précision chirurgicale, la laissant de plus en plus isolée. Elle comprenait que ce n'était pas le hasard. C'était une destruction organisée, orchestrée depuis l'ombre par un homme dont l'orgueil blessé ne pouvait tolérer une telle humiliation publique. Il ne la détruisait pas par la force, mais en lui retirant l'air même qu'elle respirait, la laissant s'asphyxier lentement dans la solitude et l'échec. Les mois qui suivirent furent une lente descente aux enfers. Le rire des enfants dans les couloirs du refuge se fit plus rare, remplacé par l'ombre de l'incertitude.
La nourriture se faisait rare, le chauffage était coupé, et le visage de chaque enfant était un rappel constant de son échec. La pauvreté n'était plus une cause qu'elle défendait, mais une réalité qui la rongeait de l'intérieur. La honte publique s'était estompée, mais la honte intime, celle de ne pas pouvoir tenir sa promesse, était un fardeau quotidien. La dernière lueur d'espoir s'éteignit le jour où l'avis d'expulsion arriva, un papier froid et officiel qui scellait le destin de sa famille de cœur. Ce document était la preuve tangible de la puissance de Dimitri, sa victoire finale. C'est dans ce dénuement total, au bord du gouffre, que sa vulnérabilité était à son comble. Elle était prête à tout, à n'importe quel sacrifice, pour sauver ce dernier bastion d'amour et d'innocence dans sa vie dévastée. C'est précisément à ce moment, alors qu'elle contemplait les ruines de son monde depuis la fenêtre poussiéreuse du refuge, qu'une lettre fut livrée. L'enveloppe était luxueuse, le papier épais, contrastant brutalement avec le décor délabré. Elle ne portait aucune adresse de retour, seulement le sceau d'un prestigieux cabinet d'avocats parisien. À l'intérieur, une offre, aussi froide qu'inattendue. Un bienfaiteur anonyme était prêt à racheter toutes les dettes du refuge et à assurer son avenir financier à perpétuité. La condition était unique et monstrueuse dans sa simplicité. Elle devait l'épouser sans jamais le rencontrer au préalable, sans connaître son nom, et en acceptant de se soumettre à toutes ses volontés. C'était un pacte avec le diable, une cage dorée offerte à une femme qui n'avait plus rien à perdre, sauf son âme. Avec l'avis d'expulsion dans une main et cette proposition insensée dans l'autre, Sophie savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle allait se rendre à ce rendez-vous, le cœur rempli de peur, mais aussi d'une étrange et terrible résolution. La berline noire glissa à travers des grilles en fer forgé monumentales, s'engageant dans une allée bordée de chênes centenaires dont les branches noueuses semblaient se refermer sur elle comme les doigts d'un piège. Le château apparut enfin, une silhouette massive et austère se découpant sur le ciel crépusculaire, ses tours perçant les nuages comme des lances de pierre. C'était un lieu d'une beauté glaciale, un chef-d'œuvre d'architecture qui ne promettait ni chaleur ni réconfort, mais une solitude majestueuse et écrasante. À son arrivée, des serviteurs silencieux, aux visages aussi impassibles que des statues, la conduisirent à travers des couloirs interminables où ses pas résonnaient sur le marbre froid. Chaque portrait sur les murs semblait la suivre de son regard sévère. On la laissa dans une suite nuptiale immense, un océan de soieries blanches et de dorures, où une robe de mariée attendait sur un mannequin, tel un linceul de satin. On lui ordonna d'attendre son mari et la porte se referma derrière elle, la laissant prisonnière de ce luxe mortifère. Les heures s'écoulèrent dans un silence oppressant, uniquement troublé par le tic-tac d'une horloge ancienne qui semblait égrener les secondes de sa liberté perdue. Sophie refusa de toucher à la robe de mariée, ce symbole d'une union qui n'était qu'une transaction commerciale, une parodie cruelle. Elle resta dans ses vêtements simples, un acte de défi silencieux. Postée devant la haute fenêtre cintrée, elle ne voyait que l'obscurité impénétrable du parc, une nature sauvage et maîtrisée qui reflétait parfaitement la personnalité de son propriétaire inconnu. Chaque ombre semblait vivante, chaque murmure du vent portait une menace. Elle se sentait observée, une proie exposée dans une cage de verre. Puis un son rompit la quiétude angoissante. Des pas lourds, réguliers, approchant dans le couloir. Le rythme était celui d'un prédateur confiant et implacable. Son cœur se mit à battre à grands coups dans sa poitrine. La poignée en laiton de la porte tourna lentement, avec une théâtralité calculée, et le mécanisme de la serrure émit un claquement sec et définitif. La porte s'ouvrit pour révéler une silhouette haute et imposante, découpée en contre-jour par la lumière tamisée du couloir. L'homme entra dans la pièce sans un mot, se déplaçant avec une grâce féline qui démentait sa stature. Lorsqu'il pénétra dans le rai de lune qui filtrait par la fenêtre, son visage fut entièrement révélé. Le souffle de Sophie se coinça dans sa gorge et une vague de froid glacial la parcourut de la tête aux pieds. C'était lui, le prince Dimitri, l'homme qu'elle avait publiquement humilié, dont le regard d'acier l'avait hanté depuis des mois. Un sourire cruel, dénué de toute chaleur, étirait ses lèvres fines. Il n'y avait aucune surprise dans ses yeux, seulement la satisfaction sombre d'un chasseur contemplant sa proie enfin piégée. En cet instant, toute l'horreur de sa situation lui apparut dans sa clarté la plus brutale. La destruction de son refuge, la proposition anonyme,
ce contrat diabolique. Tout avait été orchestré par lui, une vengeance méticuleusement planifiée depuis le premier jour. Il s'approcha, son silence pesant plus lourd que n'importe quelle menace. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était un murmure suave et venimeux qui glaça le sang de Sophie. « Bonsoir, madame », dit-il, le titre sonnant comme une insulte. « J'espère que mes appartements sont à votre goût. Vous allez y passer beaucoup de temps. » Il lui expliqua alors, avec un calme terrifiant, la nature de leur accord. Il n'avait jamais voulu d'une épouse. Il voulait une vengeance. Il voulait la femme qui avait osé le défier, la mendiante qui avait souillé son honneur ici, sous son toit, à sa merci la plus totale. Il lui décrivit son intention de la briser, non par la violence physique, mais par une torture psychologique lente et raffinée. L'isoler, la priver de tout contact humain, la regarder dépérir dans cette prison dorée, jusqu'à ce que son esprit fier et combatif ne soit plus qu'un souvenir. Il voulait effacer la femme qu'elle était pour la remplacer par un objet docile et soumis, une preuve vivante de son pouvoir absolu. Un frisson de peur pure parcourut Sophie, mais il fut immédiatement consumé par une vague de colère incandescente. La surprise et l'effroi laissèrent place à une fureur froide et déterminée. Elle releva le menton, refusant de lui donner la satisfaction de voir ses larmes ou sa terreur. Ses yeux, loin de se baisser, le défièrent avec une intensité renouvelée. « Vous avez peut-être acheté mon nom sur un contrat, prince. » Sa voix était basse mais ferme, sans la moindre trace de supplication. « Mais vous n'aurez jamais mon âme. Vous pouvez m'enfermer entre ces murs, mais vous ne pourrez jamais emprisonner mon esprit. » Elle fit un pas vers lui, réduisant la distance, son audace le prenant visiblement au dépourvu. Seul un homme pathétiquement faible, et dont l'ego est aussi fragile qu'une coquille d'œuf, aurait besoin d'un tel stratagème pour se sentir puissant. Vous ne me briserez pas. Je vous regarderai vous lasser de votre petit jeu cruel, et vous réaliserez que vous n'avez fait qu'enfermer votre propre solitude avec moi. Le masque de triomphe arrogant de Dimitri se fissura une fraction de seconde. Il s'attendait à des pleurs, à de la peur, à une soumission immédiate. Il n'avait pas anticipé cette rébellion frontale, cette dignité inébranlable qui lui renvoyait sa propre cruauté au visage. Une lueur étrange traversa son regard, un mélange de fureur et peut-être d'une admiration involontaire pour cette force qu'il cherchait à détruire. Son désir de vengeance s'en trouva décuplé mais teinté d'un nouveau défi. Il ne s'agissait plus de briser un oiseau fragile, mais de dompter une lionne. Il s'avança jusqu'à ce que quelques centimètres seulement les séparent, son ombre l'engloutissant. « Nous verrons bien », murmura-t-il, sa voix redevenue un fil de glace. « À partir de ce soir, vous êtes invisible, inaudible, un fantôme dans ma demeure. » Sans un autre regard, il fit demi-tour, quitta la chambre et ferma la porte à clé. Le son métallique de la serrure résonna dans le silence, scellant le début de leur guerre silencieuse. Sophie resta seule, tremblante mais invaincue, au cœur de la forteresse ennemie. Le clic métallique de la serrure fut le point final de sa menace, le début d'une nouvelle ère de captivité. Sophie ne s'effondra pas. La peur, un instant glacial, se mua en une fureur froide et contenue, une énergie pure qui se propagea dans ses veines. Elle explora sa prison dorée, non pas comme une victime, mais comme une stratège étudiant son champ de bataille. Les soieries étaient froides au toucher, les dorures semblaient la narguer de leur éclat inerte, et le silence de marbre des couloirs n'était qu'un vide à remplir de sa propre volonté. Elle comprit que crier, pleurer ou supplier serait lui donner exactement ce qu'il désirait, la preuve de sa victoire. Sa résistance ne serait donc pas bruyante mais silencieuse et absolue. Elle ne mangerait pas les mets délicats, ne porterait pas les robes somptueuses, ne répondrait pas à ses provocations. Elle deviendrait un fantôme dans sa propre vie, un miroir poli qui lui renverrait l'image de sa propre cruauté jusqu'à ce qu'il ne puisse plus la supporter. Le lendemain, lorsque Dimitri entra dans la chambre, il s'attendait à la trouver affaiblie, les yeux rougis par les larmes. Au lieu de cela, elle se tenait droite près de la fenêtre, contemplant le parc comme si elle était une invitée de marque et non une prisonnière. Le plateau du petit déjeuner, une œuvre d'art culinaire, reposait intact sur une table basse. Il sentit une pointe d'irritation percer son armure de suffisance. « L'hospitalité ne semble pas à votre goût, madame. » Sa voix était un velours chargé de sarcasme. Sans se retourner, elle répondit d'un ton calme, presque détaché, qui le frappa plus qu'un cri. «
L'hospitalité, prince, est un acte de générosité. Ce que vous offrez est une cage, aussi dorée soit-elle. Et je ne suis pas un oiseau chanteur que l'on nourrit pour son propre plaisir. » Le silence qui suivit fut lourd. Elle l'avait désarmé avec des mots, transformant son acte de pouvoir en une démonstration de petitesse. Il la quitta sans un mot, la mâchoire serrée, déstabilisé par cette insoumission si tranquille. Les jours se fondirent en une routine de guerre froide. Chaque matin, un repas somptueux était livré et restait intact. Chaque soir, une nouvelle robe de créateur apparaissait dans sa penderie et demeurait intouchée. Sophie passait ses heures à lire les quelques livres présents dans la suite ou à observer le monde extérieur depuis sa fenêtre, une sentinelle silencieuse dans sa tour d'ivoire. Dans cette solitude imposée, une alliée inattendue se manifesta. Une femme de chambre âgée, Madame Hélène, dont les yeux portaient une tristesse ancienne et une lueur de compassion. Sans un mot, elle commença à laisser de petites marques d'humanité. Un livre de poésie glissé sous un coussin, une fleur sauvage cueillie dans le parc et déposée sur sa table de chevet. Ces gestes discrets étaient des bouées de sauvetage dans l'océan de froideur de Dimitri, des rappels qu'au-delà du maître cruel, il y avait un monde de douceur qui persistait et attendait patiemment son heure. Dimitri, de son côté, était de plus en plus déconcerté. Son plan de destruction psychologique se heurtait à un mur de dignité inébranlable. Sa colère se mêlait désormais à une curiosité grandissante, presque obsessionnelle. Il se mit à l'observer en secret, depuis les ombres des couloirs ou à travers les rideaux de son bureau qui donnait sur les jardins. Un après-midi, il la vit s'agenouiller près d'un parterre de roses négligées, dégageant avec une infinie précaution une fleur unique qui luttait pour survivre parmi les mauvaises herbes. Ce geste d'une tendresse si simple et si profonde le frappa au cœur. Il vit en elle une force de vie, une capacité à nourrir et à protéger que lui-même n'avait jamais connue. Pour la première fois, il ne vit pas la mendiante insolente qui l'avait humilié, mais une femme dont la force d'âme éclipsait de loin la puissance de sa propre fortune. Le désir de la briser commençait à se fissurer, laissant place à un trouble bien plus dangereux, l'admiration. Le conflit aurait pu se poursuivre indéfiniment dans ce huis clos étouffant, mais le monde extérieur s'imposa brutalement. Une lettre portant le sceau de la famille royale arriva un matin, annonçant la visite imminente de ses parents pour le traditionnel bal de la chasse annuelle. C'était un événement mondain majeur, et il était impensable que la nouvelle princesse, son épouse, ne soit pas présentée officiellement. La panique, une émotion que Dimitri maîtrisait rarement, le saisit. Sa vengeance personnelle devait soudain se plier aux exigences de son rang. Il ne pouvait présenter une femme rebelle et silencieuse qui refusait de jouer son rôle. Il avait besoin de sa coopération, de sa soumission, ne serait-ce que pour quelques jours. Le jeu venait de changer de règle. Il n'était plus seulement le maître de son destin à elle. Il était désormais prisonnier avec elle des attentes impitoyables de sa lignée, et son honneur familial était en jeu. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis son arrivée, transformant le château en un champ de bataille silencieux où la haine et une attraction magnétique et dangereuse coexistaient dans une tension permanente. La dynamique était celle d'un équilibre précaire, une dépendance mutuelle, où chacun attendait que l'autre cède. Madame Hélène était devenue une observatrice silencieuse, son rôle encore indéfini, mais sa présence rassurante. L'annonce de l'arrivée de la famille royale était l'élément qui allait tout faire basculer. Ce soir-là, Dimitri entra dans la chambre de Sophie, non plus avec son arrogance habituelle, mais avec une urgence froide. Il posa un coffret à bijoux sur la table. « Ma famille arrive. Vous allez jouer le rôle de l'épouse aimante et dévouée. Vous porterez cette robe, ces bijoux, et vous sourirez. Si vous me faites honte, je vous jure que je détruirai la dernière chose qui vous reste de précieux, l'espoir. » La menace n'était plus à l'isolement, mais à une humiliation publique, préparant le terrain pour une confrontation bien plus cruelle. Le soir du bal de la chasse, le château n'était plus une prison silencieuse, mais une fourmilière de luxe et d'hypocrisie. Des semaines de guerre froide s'étaient écoulées, tissant entre Sophie et Dimitri un lien étrange fait de haine et d'une fascination réticente. Maintenant, côte à côte dans la voiture qui les menait vers l'aile de réception, ils formaient l'image parfaite d'un couple princier. Sophie portait une robe de satin bleu nuit qui semblait capturer la lumière des étoiles.
et les diamants à son cou étaient froids comme des larmes de glace. Dimitri, rigide dans son uniforme de cérémonie, lui murmura des instructions à voix basse. Chaque mot un ordre déguisé en conseil. Souriez. Ne parlez que si l'on vous adresse la parole. Et surtout, souvenez-vous de qui vous êtes et de ce que vous me devez. Elle sentait les regards peser sur elle dès leur arrivée, une vague de curiosité et de jugement de la part d'une aristocratie qui ne pardonnait aucune faute de goût, aucune origine roturière. Elle était une actrice sur le point d'entrer en scène pour le rôle le plus difficile de sa vie. Une fois dans la salle de bal étincelante, sous le poids des lustres en cristal et des dorures ancestrales, Sophie déploya une grâce inattendue. Dimitri la présenta à ses parents, le roi et la reine, deux figures imposantes dont les sourires polis ne cachaient qu'à peine une évaluation minutieuse. Contre toute attente, Sophie ne flancha pas. Elle répondit à leurs questions avec une intelligence vive et une dignité qui les désarma, évoquant l'art et la littérature avec une aisance qui forçait le respect. Un murmure d'approbation parcourut les rangs des invités les plus proches. Dimitri, qui s'attendait à devoir gérer une catastrophe, se sentit envahi par une émotion nouvelle et dérangeante. Une pointe de fierté. Il la regardait non plus comme sa prisonnière, mais comme une femme capable de tenir tête à un monde qui n'était pas le sien. Cette admiration involontaire le mettait en colère, car elle sapait les fondations mêmes de sa vengeance. Pour un bref instant, dans le tourbillon de la valse, il oublia leur contrat, ne voyant que la femme magnifique et insoumise qu'il tenait dans ses bras. C'est alors que la duchesse Isabelle, une amie d'enfance de Dimitri, dont l'ambition d'épouser le prince avait été publiquement déçue, fendit la foule avec la précision d'un serpent. Son sourire était aussi affûté qu'une lame de rasoir, ses yeux brillants d'une malice à peine contenue. « Dimitri, mon cher, et voici donc. La fameuse princesse, dit-elle, sa voix suave s'attardant sur chaque syllabe avec une ironie mordante. Elle se tourna vers Sophie, l'examinant de la tête aux pieds. « Nous sommes tous si curieux. Le prince ne nous a rien dit de votre famille, de votre rencontre. Un tel coup de foudre, c'est si inhabituel dans nos cercles. » Chaque question était une mine, chaque mot une insinuation. Sophie sentit le piège se refermer, mais elle garda son calme, répondant avec une courtoisie glaciale. Elle jeta un regard à Dimitri, cherchant son soutien, mais il resta silencieux, un observateur cruel, savourant le spectacle, laissant sa proie se débattre, persuadé que cette petite humiliation faisait partie de son plan. La patience d'Isabelle s'épuisa. Voyant que ses piques ne suffisaient pas, elle décida de porter le coup de grâce. Elle éleva la voix, s'assurant que le cercle de courtisans attentifs ne perde pas une miette du drame. « Mais enfin, pourquoi tant de mystère? Tout le monde sait bien qui vous êtes, mademoiselle Renaud. » lança-t-elle son ton passant de l'insinuation à l'accusation ouverte. La petite mendiante du gala de charité, celle qui a dû vendre son charme au plus offrant pour sauver son refuge de miséreux. « Dites-nous, princesse, à combien s'élève le contrat qui vous lie à notre cher Dimitri ?» Un silence de mort tomba sur la salle de bal. La musique sembla s'éteindre d'elle-même. Chaque visage se tourna vers Sophie, non plus avec curiosité, mais avec un mépris non dissimulé. L'humiliation était totale, publique, irréversible. Elle était exposée, déshabillée de sa dignité devant toute la noblesse du pays. Et Dimitri, son mari, l'homme qui aurait dû être son protecteur, restait figé, son visage une toile blanche où la surprise et l'horreur de son propre acte commençaient à peine à se dessiner. Le monde de Sophie se brisa en 1000 éclats de cristal, le son s'estompa, les visages devinrent des masques grotesques de jugement. Elle ne sentait plus le poids des diamants, seulement celui de la honte. Ses yeux cherchèrent une dernière fois ceux de Dimitri, un appel muet, une dernière chance pour lui de la sauver, de démentir, de la défendre. Mais il ne bougea pas, pétrifié par le conflit qui faisait rage en lui, prisonnier de son propre orgueil. Ce silence fut la pire des trahisons, le coup qui brisa non pas son esprit mais son cœur. Une larme solitaire traça un sillon brûlant sur sa joue. Alors, puisant dans une réserve de force qu'elle ne se connaissait pas, elle se redressa. Lentement, avec une dignité royale qui humiliait ses accusateurs, elle fit demi-tour. Elle ne courut pas. Elle marcha, la tête haute, traversant la mer de visage hostile, comme Moïse traversant la mer Rouge, chaque pas une affirmation de son innocence. Elle passa les immenses portes dorées et disparut dans la nuit,
laissant derrière elle le silence assourdissant de sa propre condamnation. À l'instant où les portes se refermèrent sur la silhouette de Sophie, un fracas assourdissant retentit dans l'esprit de Dimitri. La satisfaction qu'il avait tant anticipée, le goût sucré de la vengeance, n'était qu'amertume et cendre dans sa bouche. Il vit le sourire triomphant d'Isabelle, le regard horrifié de ses parents, et il comprit. Il n'avait pas orchestré une punition, il avait permis une exécution publique. Il n'avait pas brisé son esprit, il avait anéanti une partie de sa propre âme. Une vague de dégoût pour lui-même, si violente qu'elle lui coupa le souffle, submergea sa colère et son orgueil. Sans un mot d'excuse à sa famille, sans un regard pour la foule médusée, il se lança à sa poursuite. Il dévala les escaliers de marbre, sortit en trombe dans l'air glacial de la nuit. « Sophie !» cria-t-il dans l'obscurité. Mais il n'eut pour seule réponse que le murmure du vent dans les arbres centenaires du parc. Elle était partie, engloutie par la nuit, le laissant seul face au monstre qu'il était devenu. Sophie courut sans se retourner, le cœur battant à se rompre, non pas à cause de l'effort mais sous le poids de la trahison. L'air glacial de la nuit brûlait ses poumons, qu'une douleur physique bienvenue qui éclipsait un instant la torture de son âme. Elle s'enfonça dans les ombres du parc, les talons de ses souliers de satin s'enfonçant dans la terre meuble, la robe somptueuse se déchirant aux branches basses. Chaque craquement derrière elle était la promesse de sa capture. Chaque murmure du vent portait le son de son nom crié par une voix qu'elle haïssait désormais plus que tout. Elle ne cherchait pas une issue, seulement un refuge temporaire, un endroit où l'obscurité pourrait panser sa dignité lacérée. Elle trouva une vieille serre abandonnée, une structure de verre et de fer rongée par le temps. À l'intérieur, l'odeur de terre humide et de feuilles mortes l'enveloppa comme un linceul apaisant. Frissonnante, elle s'adossa à un mur froid, arrachant les diamants de son cou comme s'ils étaient des braises ardentes, et laissa enfin les larmes couler, silencieuses et amères, dans le silence de sa nouvelle solitude. Pendant ce temps, Dimitri errait comme une âme en peine dans les jardins illuminés, son cri s'étant perdu dans l'immensité du domaine. La musique du bal lui parvenait, assourdie et grotesque, une bande-son pour son échec monumental. Il ordonna à ses gardes de la chercher, mais son cœur savait qu'elle ne se laisserait pas trouver si facilement. Il remonta les escaliers, traversant les salles de réception vides où les invités chuchotaient encore sur son passage, et pénétra dans la chambre de Sophie. Le silence y était assourdissant, l'air encore imprégné de son parfum discret. Le lit immaculé, les robes qu'elle n'avait jamais portées, le plateau du dîner encore intact sur la table, chaque objet était un témoin muet de sa cruauté. Il s'approcha de la fenêtre où elle passait ses journées et regarda l'obscurité insondable du parc. Pour la première fois, il comprit la profondeur de l'isolement qu'il lui avait imposé. Il n'avait pas seulement brisé une femme, il avait détruit la seule lueur d'authenticité qui avait jamais pénétré les murs glacés de son existence. Aux premières lueurs de l'aube, Sophie quitta sa cachette. Elle marcha des kilomètres sur une petite route de campagne jusqu'à atteindre un village endormi. Là, dans la lumière grise du matin, elle entra dans la boutique d'un prêteur sur gage au regard méfiant. Le sacrifice fut rapide et douloureux. L'une des boucles d'oreilles en diamant, une constellation de lumière froide, fut échangée contre une liasse de billets froissés et un silence plein de questions. Avec cet argent, elle acheta des vêtements simples et usagés, une robe de coton et des chaussures plates, se dépouillant de la dernière trace de la princesse qu'elle n'avait jamais été. Dans la petite gare du village, elle monta dans le premier train en partance vers le sud, sans destination précise, cherchant seulement la distance et l'anonymat. Assise contre la vitre, regardant le paysage défiler, elle sentait chaque kilomètre la laver un peu plus de la souillure du château, de l'humiliation, de l'homme qui l'avait achetée pour la détruire. Elle ne fuyait pas seulement Dimitri, elle fuyait un monde qui avait tenté de lui voler son identité. Les jours suivants furent un enfer de culpabilité pour Dimitri. Le château, autrefois symbole de son pouvoir, était devenu une prison de souvenirs et de regrets. Il passait des heures dans la chambre de Sophie, assis sur le bord du lit, la main posée sur l'oreiller froid, où elle n'avait jamais reposé sa tête. Il avait congédié les enquêteurs privés, leur méthode froide et impersonnelle étant une insulte à la femme qu'il cherchait. Il comprenait que pour la retrouver, il devait cesser de penser comme un prince cherchant un bien égaré et commencer à penser comme l'homme qu'elle avait vu en lui, un monstre brisé.
Il se plongea dans le peu qu'il savait d'elle, relisant les articles sur son refuge, essayant de déceler dans ses mots la nature de son âme. Il découvrit une force et une compassion qui rendèrent sa propre vengeance encore plus abjecte. La colère contre elle s'était entièrement retournée contre lui-même, une haine de soi pure et corrosive qui le consumait de l'intérieur, le forçant à affronter les ténèbres qu'il avait si longtemps nourries. Sa seule lueur d'espoir vint d'une source inattendue. Madame Hélène, la vieille femme de chambre, le trouva un soir dans la bibliothèque, le regard perdu dans les flammes de la cheminée. Elle s'approcha sans un mot et déposa un petit livre usé sur la table à côté de lui. Elle lisait ceci, dit-elle simplement, sa voix douce, mais sans pitié. C'était un recueil de poèmes. Dimitri l'ouvrit et ses doigts tremblants parcoururent les pages. Une seule page était cornée, un seul passage délicatement souligné au crayon. Il parlait des champs de lavande de Provence, de la lumière dorée qui baigne les vieilles pierres et de la paix que l'on trouve dans les choses simples. C'était une piste infime, une bouteille jetée à la mer, mais pour Dimitri, c'était une révélation. Elle n'avait pas cherché refuge dans la foule de Paris ou dans le luxe qu'elle aurait pu s'offrir avec l'autre boucle d'oreille. Elle avait cherché la beauté, la simplicité, la guérison. Elle avait cherché un monde qui était l'antithèse absolue du sien. Un mois s'était écoulé, un mois de silence et de distance qui avait creusé un abîme entre leurs deux mondes. Sophie avait trouvé une paix fragile dans un petit village perché de Provence, travaillant dans une boulangerie où l'odeur du pain chaud et le labeur simple de ses mains commençaient à guérir les blessures de son âme. Elle était redevenue Sophie Renaud, une femme discrète dont les voisins appréciaient le sourire timide, ignorant tout du drame qu'il avait mené là. Pendant ce temps, Dimitri, au cœur de son château froid, n'était plus le même homme. Le passage souligné dans le livre de poésie était devenu son obsession. Après des jours de recherche sur des cartes anciennes et dans de vieux journaux de famille, il fit une connexion. Le poème décrivait un paysage qui correspondait étrangement à une petite terre que sa famille possédait autrefois, près du village de Gordes. Ce n'était qu'une intuition, mais c'était la seule qu'il avait. Il décida alors de tout abandonner, de partir seul, non pas pour la réclamer, mais pour la trouver et peut-être commencer à mériter un pardon qu'il ne recevrait sans doute jamais. Le château ne fut bientôt plus qu'une silhouette lointaine dans son rétroviseur, une prison de pierre et de regrets qu'il abandonnait enfin. La voiture de luxe, autrefois symbole de son pouvoir, glissait sur les autoroutes comme un vaisseau fantôme, emportant un homme vidé de son arrogance, ne laissant derrière lui que le poids de sa couronne et de ses fautes. Le livre de poésie reposait sur le siège passager, ouvert à la page qui était devenue sa seule carte, son unique évangile. Chaque kilomètre vers le sud était un acte de pénitence, un déchirement avec le monde froid et ordonné qu'il avait toujours connu. Le paysage changeait, les lignes droites des domaines du nord, laissant place aux courbes douces et aux couleurs chaudes de la Provence. Il ne se sentait pas comme un prince partant à la reconquête, mais comme un pèlerin marchant vers un sanctuaire dont il avait profané l'idole, espérant un miracle qu'il ne méritait absolument pas. Arrivé dans la région de Gordes, il abandonna la voiture et la logique princière. Il ne déploya ni garde ni enquêteur. Il se mit à chercher lui-même, à pied, allant de village en village, une photographie de Sophie discrètement tenue dans sa main. Il était une anomalie dans ce décor de marchés animés et de terrasses ensoleillées, son costume sombre et son visage tourmenté détonnant avec la quiétude ambiante. Il affronta la méfiance des regards, les réponses évasives, l'indifférence polie. Chaque porte qui ne s'ouvrait pas, chaque visage qui ne la reconnaissait pas était une nouvelle piqûre de rappel de l'abîme qu'il avait creusé entre eux. Cette quête était une humiliation nécessaire, une façon de parcourir à l'envers le chemin de sa propre cruauté, de se dépouiller de son pouvoir pour comprendre la vulnérabilité qu'il lui avait imposée. Il apprenait la patience, l'humilité, des leçons que des millions n'auraient jamais pu lui acheter. Après 3 jours d'une recherche acharnée et presque désespérée, une vieille femme sur la place d'un village pittoresque reconnut enfin le visage sur la photo. « Ah, la douce Sophie !» dit-elle avec un sourire édenté. « Elle travaille à la boulangerie, là-bas, au coin de la rue. Elle nous a ramené le soleil avec ses sourires. » Le cœur de Dimitri cessa de battre pendant une seconde. Il la trouva là, exactement comme la vieille femme l'avait dit. À travers la vitrine embuée, il l'observa, invisible. Elle portait un simple tablier blanc,
une mèche de cheveux rebelle collée à sa tempe par la chaleur du four, de la farine poudrant le bout de son nez. Elle riait avec une cliente, un rire cristallin et libre qui le frappa en plein cœur. Elle n'était pas brisée. Elle avait reconstruit sa vie loin de lui, une vie simple, chaude et parfumée à l'odeur du pain frais. En cet instant, il comprit que la retrouver n'était pas la fin de sa quête, mais seulement le début de la bataille la plus difficile de sa vie. Il poussa la porte. Le tintement d'une petite cloche annonça son entrée, un son joyeux qui contrastait violemment avec la tension qui s'installa aussitôt. Le rire de Sophie mourut sur ses lèvres. Ses yeux s'écarquillèrent, la couleur quitta son visage et le plateau de croissant qu'elle tenait trembla dangereusement dans ses mains. Le temps se suspendit. Pour elle, c'était l'apparition d'un fantôme, le retour du cauchemar qu'elle avait fui. Pour lui, c'était affronter son jugement dernier dans le regard d'une femme qu'il avait tenté de détruire. Les quelques clients présents sentirent le froid soudain, le silence électrique qui venait de tomber sur la petite boutique chaleureuse. Il ne dit rien, se contentant de la regarder, buvant chaque détail de son visage, mémorisant la peur, puis la colère froide qui durcit ses traits. Elle se redressa, posa lentement le plateau, et son corps tout entier devint une forteresse. Il n'était plus dans son château, il était sur son territoire et il était l'intrus. « Que faites-vous ici » Sa voix était un murmure de glace, coupante comme un éclat de verre. Elle ne portait aucune trace de la femme passionnée qu'il avait connue, seulement le vide laissé par la trahison. Il fit un pas en avant et elle recula instinctivement, un mouvement qui lui déchira le cœur plus que n'importe quelle insulte. Il s'arrêta, comprenant que chaque geste de sa part était une menace potentielle. Il n'avait préparé aucun discours, car aucun mot ne pourrait excuser l'ampleur de ses actes. Il ne pouvait lui offrir ni richesse ni promesse, car tout ce qui venait de lui était désormais empoisonné. Il la regarda droit dans les yeux, laissant toute sa vulnérabilité, tout son regret transparaître sans le moindre artifice. « Je suis venu, parce que le silence de mon château est devenu plus assourdissant que les cris de ma propre conscience, » dit-il d'une voix rauque, une confession brute qui n'attendait rien en retour, ni pardon, ni compréhension. Puis il sortit de la poche intérieure de sa veste non pas un contrat, non pas des bijoux, mais une épaisse enveloppe scellée. Il s'avança lentement vers le comptoir en bois et la déposa délicatement entre un panier de brioches et la caisse enregistreuse, créant une frontière symbolique entre eux. « Je ne vous demande pas de me pardonner, Sophie. Je ne le mérite pas. Je ne vous demande même pas de me parler, » continua-t-il, sa voix tremblante d'une émotion qu'elle ne lui avait jamais connue. « Mais je vous supplie de lire ceci. C'est la seule vérité que je possède, la seule partie de moi qui ne soit pas un mensonge. Après, je disparaîtrai de votre vie pour toujours si c'est ce que vous souhaitez. » Sans attendre de réponse, il fit demi-tour et quitta la boulangerie, la cloche tintant une seconde fois, la laissant seule face à cette lettre, face à un choix qui pouvait soit refermer la porte de son passé à jamais, soit l'ouvrir sur un avenir plus terrifiant encore. Sophie resta figée, le tintement de la cloche s'estompant dans un silence assourdissant qui engloutit l'odeur réconfortante du pain chaud. L'enveloppe sur le comptoir semble pulser d'une énergie sombre, un artefact d'un monde qu'elle avait cru laisser derrière elle. Ses doigts, encore poudrés de farine, tremblent en s'approchant de l'objet. Le papier vélin est épais, lourd, portant le poids de mots non dits et d'excuses peut-être impossibles. Elle hésite, une partie d'elle voulant le jeter dans le four ardent, qu'incinérer ce dernier lien avec sa douleur. Mais une autre partie, plus profonde, une curiosité tenace mêlée à un reste d'humanité qu'elle ne peut renier, la pousse à le prendre. Elle le retourne entre ses mains, reconnaissant la calligraphie élégante mais nerveuse, comme si chaque lettre avait été tracée dans une lutte contre l'orgueil. C'est plus qu'une lettre, c'est un testament, la confession d'un homme qu'elle a vu à la fois comme un monstre et l'espace d'un instant, comme une âme perdue. Le monde extérieur s'efface. Il n'y a plus que ce sceau à briser. Elle déchire l'enveloppe avec une lenteur cérémonieuse, ses yeux parcourant les lignes denses et passionnées. Ce ne sont pas des excuses, mais une dissection à vif de son âme. Dimitri ne demande pas pardon, il expose la source de sa cruauté. Une enfance passée dans la solitude dorée d'un château vide, un père qui exigeait la perfection et une mère qui offrait le silence. Il décrit comment sa force à elle, sa dignité face à son pouvoir, a agi comme un miroir,
lui renvoyant l'image insupportable de sa propre vacuité. Il avoue que son désir de la briser n'était qu'une tentative désespérée de détruire la seule chose qu'il admirait, la seule lumière qui avait osé exposer ses ténèbres. Chaque mot est une pierre retirée du mur de sa haine. Il écrit qu'en la cherchant, il ne cherchait pas une possession perdue, mais la rédemption, et qu'il a compris que la seule façon de se racheter était de lui rendre non seulement sa liberté, mais aussi le monde qu'il lui avait volé, sans rien attendre en retour. Les larmes coulent sur les joues de Sophie, non plus des larmes de chagrin ou de colère, mais d'une catharsis troublante. La haine qu'il avait protégée comme une armure s'effrite, révélant la compassion brute qui a toujours été au cœur de son être. Elle comprend. Elle ne pardonne pas encore l'acte, mais elle comprend l'homme brisé qui l'a commis. À travers la vitrine, elle le voit, de l'autre côté de la rue. Il n'est pas parti. Il attend, non pas comme un prince attendant son dû, mais comme un exilé attendant son verdict. Une pluie fine commence à tomber, collant sa chemise coûteuse à ses épaules, le rendant vulnérable, dépouillé de toute son arrogance. Il ne la regarde même pas, fixant le sol comme s'il n'osait pas affronter son jugement. Et dans cette image d'un homme puissant, réduit à une supplique silencieuse sous la pluie, elle voit la vérité de ses mots. Elle plie soigneusement la lettre, la pose sur le comptoir et prend une décision qui va changer le cours de leurs deux vies pour toujours. Elle sort de la boulangerie, sans prendre de veste, laissant la chaleur du four pour le froid de la bruine. Le tintement de la cloche est cette fois un signal, un commencement. Elle traverse la petite place du village, ses pas résonnant sur les pavés mouillés. Il ne la remarque pas tout de suite, perdu dans le dédale de ses regrets. Lorsqu'il lève enfin la tête et la voit s'approcher, une lueur de panique et d'espoir mêlés traverse ses yeux. Elle s'arrête devant lui, si près qu'elle peut voir les gouttes de pluie accrochées à ses cils. Elle ne dit rien. Au lieu de cela, elle lève la main et essuie délicatement une trace de pluie sur sa joue. Ce simple contact, d'une tendresse inattendue, est plus puissant que tous les mots du monde. C'est un geste de grâce, pas encore de pardon total, mais d'acceptation. Un frisson le parcourt, et pour la première fois, elle voit les larmes monter dans les yeux du prince Dimitri. Il ferme les paupières, savourant ce contact comme un homme assoiffé qui reçoit sa première goutte d'eau. « Rentrons à Paris, Dimitri », murmure-t-elle, sa voix douce mais ferme. « Pas dans votre château, pas comme votre prisonnière, mais comme deux personnes qui ont des ruines à reconstruire. » Il ouvre les yeux, le soulagement et l'étonnement se lisant sur son visage. Il hoche la tête, incapable de parler, la gorge nouée par l'émotion. Il lui explique alors son plan, non plus comme une offre mais comme une promesse. Il va annuler leur contrat publiquement. Il va utiliser sa fortune pour racheter et restaurer son refuge, le rendant plus grand et plus sûr qu'il ne l'a jamais été, et lui en donnera la pleine propriété, sans aucune condition. Il ne lui demande qu'une chose, la permission de l'aider, de se tenir à ses côtés non pas comme un maître, mais comme un partenaire. Elle accepte d'un simple hochement de tête, scellant un nouveau pacte, non pas sur du papier, mais dans le silence d'une place de village sous la pluie, un pacte basé sur une fragile aube nouvelle. Le voyage de retour est un long silence, mais un silence différent, rempli non pas de tension, mais de la promesse d'un avenir à écrire. Ils ne sont plus ennemis, ni maîtres et esclaves, mais deux survivants d'une guerre qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. Dans les semaines qui suivirent, Dimitri tint parole avec une diligence qui dépassait toutes les attentes de Sophie. Il prépara les documents, organisa les fonds et planifia chaque détail de sa réparation. Ils savaient tous les deux que la véritable épreuve n'était pas encore passée. La rédemption privée devait être suivie d'une réparation publique. Le plan était fixé. Dans un mois, lors d'un nouvel événement de charité organisé dans la même salle de bal qui avait été le théâtre de son humiliation, il allait accomplir le geste final qui consacrerait leur nouvelle réalité. Le symbole de cette consécration serait double, la remise des clés du refuge rénové et une nouvelle proposition, cette fois-ci à genoux, devant le monde entier, demandant non pas l'obéissance, mais le cœur de la femme qu'il avait sauvée de lui-même. Un mois s'était écoulé, un mois tissé de silence réparateur et de promesses murmurées dans la lumière dorée de la Provence. Ce soir, ils étaient de retour dans l'antre du Lion, la même salle de bal parisienne, où la dignité de Sophie avait été sacrifiée sur l'autel de l'arrogance. Les mêmes visages étaient là, la même élite curieuse et avide de drame,
mais l'air vibrait d'une tension différente. Sophie se tenait au premier rang, non plus comme une paria tremblante, mais comme une reine sereine, son regard posé sur Dimitri qui montait sur l'estrade. Il n'était plus le prince prédateur, mais un homme sur le point de mettre son âme à nu. La lumière des lustres en cristal, autrefois si accusatrice, semblait désormais attendre, retenant son souffle, prête à être le témoin non plus d'une chute, mais d'une rédemption. Dans le silence palpable, chaque battement de son cœur était un écho de leur long chemin parcouru, de la haine à cette fragile et précieuse espérance. La voix de Dimitri, lorsqu'elle s'éleva, était claire et sans phare, dépourvue de la moindre trace de son ancienne arrogance. Il ne parla pas de charité ni de projet, mais de ses propres ténèbres. Devant la foule médusée, il confessa publiquement sa cruauté, son orgueil blessé qui l'avait poussé à commettre l'irréparable. Tenter de briser une âme pour panser son ego. Il déchira symboliquement une copie du contrat de mariage, le qualifiant de document de la honte, une tache sur son honneur qu'il passerait le reste de sa vie à effacer. Puis, ignorant les murmures choqués, il descendit de l'estrade, fendit la foule comme une mer qui s'ouvre, et s'avança jusqu'à Sophie. Là, sous le regard de tous, le prince Dimitri s'agenouilla. Il ne lui offrit pas un diadème, mais une simple alliance en platine, et sa voix se brisa en une seule question. « Sophie Renaud, femme libre et souveraine, accepteriez-vous de devenir ma femme, non par dette mais par amour ?» Les larmes de Sophie n'étaient plus des larmes de honte, mais des perles de libération. Son « oui », murmuré mais entendu de tous, résonna dans la salle comme le premier son d'un monde nouveau. Un tonnerre d'applaudissements éclata, non pas par obligation mondaine, mais par un respect sincère pour cet acte de courage et d'humilité. Dimitri lui passa la nouvelle bague au doigt, un cercle parfait qui scellait une promesse, pas une possession. Dans la foule, le visage de la duchesse Isabelle était un masque de défaite silencieuse, une relique d'un passé révolu. Puis, Dimitri sortit de sa poche non pas des bijoux, mais un trousseau de clés et l'acte de propriété d'une magnifique bâtisse parisienne. « Le refuge Le Cœur Ouvert est à nouveau le vôtre, dit-il, et la fondation qui le soutient portera votre nom. C'est votre monde, Sophie. J'espère seulement que vous m'autoriserez à y vivre à vos côtés. » La salle de bal, autrefois théâtre de son supplice, était devenue le sanctuaire de sa consécration. Leur vie ne reprit pas son cours dans le silence glacial du château, mais dans la lumière vibrante d'un grand appartement haussmannien surplombant les toits de Paris. Le luxe était présent, mais il était doux, habité par le rire et l'odeur du café. Les jours étaient un mélange harmonieux de leurs deux mondes. Le matin, Dimitri, l'homme qui dirigeait un empire financier, s'asseyait à la table de la cuisine pour l'aider à trier les dossiers de la fondation, son stylo de luxe côtoyant les dessins des enfants du refuge. Le soir, c'était elle qui lui apprenait la patience en lui montrant comment réussir une simple sauce, leurs mains se frôlant au-dessus des casseroles dans une danse tendre et maladroite. Madame Hélène venait parfois leur rendre visite, non plus comme une servante, mais comme une amie chère. Ses yeux pétillants de joie en voyant le prince autrefois si dur servir lui-même le thé. Ils construisaient leur quotidien sur les ruines de leur passé, transformant chaque souvenir douloureux en une nouvelle pierre pour leur bonheur. Un dimanche d'automne, ils retournèrent au château. Non pas pour y vivre, mais pour y faire la paix. Main dans la main, ils parcoururent les couloirs silencieux qui n'étaient rien plus menaçants, mais simplement vides. Ils s'arrêtèrent devant la porte de la suite nuptiale, cette cage dorée où leur guerre avait commencé. Dimitri l'ouvrit et ils entrèrent dans la pièce baignée d'une douce lumière d'après-midi. La fenêtre, autrefois barreau de sa prison, offrait une vue magnifique sur le parc aux couleurs flamboyantes. « C'est ici que j'ai compris », murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. « En te regardant te tenir si droite face à moi, j'ai vu toute la pauvreté de ma propre richesse. » Il ne cherchait plus à se justifier, mais à partager sa vérité. Elle posa sa tête contre son épaule, et ensemble, ils regardèrent le soleil se coucher. En quittant la pièce, Dimitri ferma doucement la porte, un geste final qui ne scellait plus une captivité, mais un chapitre clos de leur histoire commune. De retour dans leur appartement parisien, la nuit enveloppait la ville de son manteau de velours étoilé. Debout près de la grande fenêtre du salon, il contemplait les lumières scintillantes de la tour Eiffel. Dimitri l'enlaça par derrière, posant son menton sur son épaule, son souffle chaud dans son cou. Il n'y avait plus de contrat, plus de dettes, plus de princes ni de mendiantes. Il n'y avait que deux âmes qui s'étaient trouvées dans la destruction
et s'étaient reconstruites ensemble. « Je t'ai acheté pour te posséder, » murmura-t-il, ses lèvres frôlant sa peau. « Mais c'est toi qui m'as libéré. » Elle se tourna dans ses bras, ses doigts te traçant les contours de son visage, un visage désormais ouvert, vulnérable et entièrement sien. Si cette histoire a su vous émouvoir, si la rédemption de Dimitri et la force de Sophie ont touché votre cœur, alors partagez dans les commentaires le moment qui vous a le plus marqué. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Dans ses yeux, il comprit enfin que son véritable royaume n'avait jamais été fait de pierre et d'or, mais de la lumière fragile et invincible qu'il y voyait naître.